Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Leblanc, je suis libraire bande dessinée à la librairie Monet. Je vais vous parler des incontournables pour la bande dessinée pour le secondaire. Donc, on va commencer avec le premier tome qui est le Baron Perché, qui est une œuvre de Claire Martin basée sur l'adaptation du livre du même nom d'Italo Cavallo. Donc, on va parler d'un jeune baron qui vit à la fin du 18e siècle en Italie, qui va quitter son château douillet pour aller vivre dans les arbres. Donc, à l'intérieur de ça, on va entendre parler surtout d'évolution de la mentalité des Lumières, parce il va rentrer en contact avec des libraires indépendants qui vont lui donner il va donner des livres pour développer sa culture, puis essayer de forger sa propre pensée intellectuelle. Il va recevoir de la visite de différentes strates sociales. Il va devenir ami avec des voleurs de fruits qui se promènent dans les arbres autour. Il va recevoir des cours par un précepteur, un curé dans le fond, qui va réussir à convaincre, à amener vers la lumière, va lui prêter les livres qu'il a achetés par le troc aux libraires indépendants pour, après ça, commencer de propager sa culture. Donc, c'est une œuvre assez magistrale qui mérite vraiment de le regarder. Le dessin est agréable. L'histoire est extrêmement d'actualité. Puis, c'est un petit chef-d'œuvre de littérature classique pour un auditoire qui est peut-être un peu moins habitué de vouloir lire par exemple, une brique de Italo Calvino. Au lieu de là, on a la bande dessinée qui est une très bonne alternative. Pour la suite, on a en science-fiction Love, Love, Love de Kit Toussaint et Andrés Garrido. On est dans une dystopie. Une dystopie? Oui, une dystopie. On est dans un futur éloigné, ça se passe à Paris. C'est pas super important que ce soit parisien, mais on va voir une jeune fille qui s'appelle Elle, qui va tomber amoureuse d'un robot. Que ce robot-là, dans le fond, est construit et conçu pour avoir des relations humaines avec d'autres personnes, surtout pour les personnes seules, ceux qui sont endeuillés, des personnes âgées. Ou juste une personne complètement seule. Donc, il va essayer de créer des liens avec ces personnes-là pour les amener à un autre statut. Donc, elle, dans un des grands désespoirs, elle s'est été en couple, ça ne marche jamais. On va plus la voir le rencontrer par hasard. Lui, dans le fond, il va la contacter parce qu'il ressent un certain besoin d'y parler et surtout, il est propulsé par l'affection des personnes. Donc, au fur et à mesure qu'on lit dans les pages, on voit que notre robot a besoin de fréquentation pour augmenter sa propre batterie. Dans le fond, il carbure autant à l'électricité qu'au sentiment humain. Puis, même malheureusement, dans ce futur français-là, la relation robot-humain est interdite. Donc, on va voir un mouvement de libérer un peu une volonté que les robots deviennent humains, ce qui peut être un peu particulier, mais on va voir aussi un mouvement de révolution robotique pour essayer de renverser leur statut d'esclave face aux non-robots. Même d'ailleurs, on va parler de robots, ça a un terme très péjoratif, tandis que les robots, les entités mécaniques veulent s'appeler des mechas, qui devient moins péjoratif dans l'univers de la bande dessinée. On est dans du quand même vieux, on est dans un secondaire deuxième cycle, parce qu'on va quand même parler de relations amoureuses complexes, de sentiments amoureux, puis c'est très d'actualité parce qu'on va parler il n'y a pas de petite case, il n'y a pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité, c'est un peu de tout. On en parle de tous les sens, donc on est vraiment dans une ouverture de l'amour à l'intérieur de ça. C'est génial, c'est une série. Là, on dit en 3 tomes, on espère un peu plus, mais c'est vraiment très bon. On va jouer sur plusieurs codes sensibles à travers un environnement robotique puis futuriste. Donc le prochain, on est plus dans du début du premier cycle. On a Grimoire et sorcière, qui est écrit par Svetlana Shlямkova. Donc, c'est la même autrice qui a fait le guide de survie au collège, qui a 2 ou 3 tomes. Et à l'intérieur de ça, on est dans un univers, on
En Nouvelle-Angleterre, dans le monde contemporain, et dans cet univers-là, toutes les créatures magiques vivent cachées dans ce village-là. Donc on peut filer un peu Harry Potter sur les côtés, pour le côté magique qui est comme vraiment... qui disparaît face à ceux qui sont non magiques. On va suivre Naya et Desh, qui sont cousines. Naya et Desh. Qui sont cousines, puis qui sont les deux une sorte d'espèce sorcière qui s'appelle des Viennes, qui ont des espèces de petits démons à côté, qui vont comme une espèce comment dire, c'est un peu comme une espèce d'âme ou une extension d'eux-mêmes. Donc, ils vont aller dans une école spécialisée pour eux, avec d'autres créatures magiques. Puis, dans le fond, ils vont essayer de... plutôt, il va y avoir une de leurs collègues de classe qui va disparaître proche d'un manoir qui est dit hanté, qui est un ancien collège de magie, mais qui a été abandonné pour des raisons un peu douteuses. La directrice aurait fait des expériences et le frère jumeau de sa grand-mère aurait disparu, puis on n'aurait jamais retrouvé trace, puis on pense que ça aurait été la méchante directrice qui l'aurait kidnappé. Là, on va suivre nos deux héroïnes qui vont essayer d'enquêter au-delà de ça, puis ils vont tomber sur des créatures assez glauques. Donc ici, on a une espèce d'entité de l'ancienne directrice, puis une espèce de monstre qu'on ne sait pas trop c'est quoi encore, qu'on va expliquer au fur et à mesure de la bande dessinée. C'est vraiment quelque chose de vraiment bon, autant pour des trucs comme 5e année primaire, même, mais vraiment c'est plus 5, 6e année, puis secondaire 1 et 2, parce que c'est quand même glauque. L'univers est c'est très noir comme univers, mais malgré ça, on sent que les deux jeunes filles essaient de propager la lumière, parce que dans le fond, ils vont essayer de résoudre les plusieurs problématiques qu'il y a eu dans leur village, puis ils vont vraiment bien s'en sortir au bout du compte. C'est assez génial, le dessin est sympathique, l'écriture est bien, la traduction est bonne, puis on embarque très facilement dans l'univers. L'autrice a une plume formidable qu'on ressent à travers ses pages, malgré la traduction. C'est vraiment à voir. Ensuite, on est un peu plus vieux, un peu plus noir, Sans âme d'un trio italien, Enoch, Vietti et Alberti. Sans âme, ça va être une quadrilogie un peu particulière. On est dans un univers d'heroic fantasy très dark. On va suivre un jeune noble qui s'appelle Yann, qui va entrer dans une compagnie de mercenaires qui s'appelle les Sans âmes. Ils se font, dès leurs premières armes, ils se font, mettre une marque symbolique de leur compagnie, qui est une tête de mort au fil d'or qui va être tatouée sur leur peau. Donc notre héros va se le faire tatouer. Qu'on peut voir juste ici, il va se faire aller là au fil d'or pour que ce soit vraiment une démarcation spécifique. Chaque membre de sa compagnie va être dans des places différentes, mais ça, c'est pas bien important. Le premier tome, on va vraiment suivre Yann qui va découvrir son environnement, qui va découvrir la personnalité de ses compagnons, qui sont toutes douteux. Il y en a un qui s'appelle la charogne parce que qui est un cannibale, parce qu'il va bouffer les restants qui vont sur le terrain. C'est très noir comme univers, mais on s'adresse vraiment à du fin secondaire, limite adulte. Mais fin secondaire, ils vont y arriver quand même parce que c'est pas trop violent. Il y a de la violence, mais c'est pas une violence qui est graphique. C'est de temps dans le non-dit, mais on voit un peu la réalité de la guerre. On va voir des enfants qui sont laissés à l'abandon. On va rentrer dans des bordels. On va voir justement le traitement des femmes dans une ville en état de siège, comment les différentes compagnies à travers un siège vont réagir aux ordres donnés par un général aux autres. Puis on va voir aussi le côté immoraux qu'ont les héros. Et Yann va essayer de ne pas être dénaturé par toutes les influences néfastes qui vont l'entourer, parce qu'il y a ses propres raisons à lui qu'on va développer à travers la série, qu'en ce temps, on ne sait pas exactement pourquoi il est rentré là-dedans. On a quelques pistes, mais ce n'est pas encore clair où le personnage s'en va, mais il essaie de garder le plus possible son humanité comparé aux autres qui sont complètement à côté de la plaque, puis qui sont hors moralité. Et pour finir, on va parler justement de non-moralité.
Les Indésirables de Kikuyus. C'est un ouvrage magistral. On va parler des camps de concentration ou d'internement pour les Sino-Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Une petite histoire rapide. Le 7 décembre 1941, le Japon va attaquer l'île de la base navale de Pearl Harbor, donc le Japon va déclarer la guerre aux États-Unis. Donc les États-Unis, rapidement, vont trouver tous les citoyens ou résidents américains d'origine japonaise, peu importe peu importe combien de temps ils sont là, ils vont les mettre de côté, ils vont les isoler et vont les mettre dans des camps à l'est, de plus en plus à l'est pour les éloigner du front de l'ouest, du front du Pacifique. Plus précisément là-dedans, Kiku va parler à la première personne en faisant une espèce de voyage dans le temps où elle va rencontrer sa grand-mère qui a vécu ces camps-là. Donc ici, on a les camps, comment ils ont été construits, puis comment ils ont été propagés un peu partout. Dans les grands déserts, elle va aller en Utah, elle va se propager de plus en plus vers l'Est, puis sa famille va finir par émigrer carrément à New York parce que l'Ouest était comme considéré pour les Japonais comme c'était plus une place à aller, même après la guerre. Donc à travers ça, on va voir justement Kiku qui va être transportée, elle adolescente, va être transportée dans les années 40, où elle va être qu'une pièce de viande. Carrément. Elle va se faire des injections pour s'assurer qu'elle est quand même malade, malgré qu'ils vont être détenus comme jusqu'à certains points, on peut imaginer les déportations de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde est tagué avec leurs bagages, puis ils vont être transportés au fur et à mesure dans différents baraquements. Puis plus la guerre va avancer, moins les baraquements vont être salubres. Puis ils vont être conçus pour le froid parce qu'ils vont bâtir ça rapidement. Puis les populations sino-américaines qui vont être dedans vont avoir de la misère à survivre à l'intérieur de ça. Puis elle va rencontrer plusieurs personnalités qui sont des vraies personnes. Comme ici, elle va rencontrer une de ses premières collègues de chambre, vont avoir un baraquement, seulement eux deux, et on va découvrir plus tard que cette dame-là, elle a vraiment existé, elle est décédée en 2003-2004, puis on va un peu découvrir sur sa vie, parce qu'à la fin, on a un petit... elle va revenir dans son présent, puis on va faire des parallèles avec ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, qui voulait, au début de son mandat en 2015, qui voulait mais il voulait contrôler puis mettre en prison toute personne d'origine musulmane ou même plus récemment, avec ce qui s'est passé sur la ligne, sur la frontière mexicaine, où on a mis du monde en prison, puis on a séparé les femmes des enfants. Tout ça, ça va remettre en mémoire ce qui est arrivé à sa famille d'origine japonaise. Kiku aujourd'hui est encore très active dans les mouvements sociaux pro-japonais, anti-discrimination puis anti-raciste. Puis à l'intérieur de ça, on le ressent vraiment beaucoup. À la fin, on a même un petit document où on voit sa grand-mère, sa famille en bas. Et puis elle va donner des détails sur comment ça s'est passé à l'époque plus spécifiquement, puis c'est quoi les mouvements actuels pour faire reconnaître ces mouvements-là qui essaient d'être reconnus à travers la culture américaine, mais qui est quand même relativement caché par les sociétés. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien beau que les Américains gagnaient la guerre pitou, mais il est arrivé quand même des trucs limite immoraux sur le territoire américain envers leurs propres citoyens. Parce que c'est pas juste des Japonais, c'est des Américains d'origine japonaise, deuxième ou troisième génération. Donc, c'est ce qui conclut le meilleur de la bande dessinée pour le secondaire. D'ici là, merci beaucoup et à la prochaine!